Bonjour, je suis Alexandra Phaéton, fondatrice de l'Atelier des luttes. C'est une société d'assistance technique en plaidoyer. C'est en gros se mettre du côté des communautés pour comprendre comment par elles-mêmes, elles peuvent prendre leur pouvoir d'agir, s'outiller professionnellement pour aller résoudre des injustices, hein. Le plaidoyer, c'est se lever, parler pour résoudre une situation injuste. Voilà, je suis ravie d'accompagner le projet Riposte qui justement met tous ses efforts pour une participation depuis la base des personnes concernées dans les dialogues politiques. Le projet Riposte est né du constat que le plaidoyer communautaire devait vraiment descendre jusqu'à la base. C'est-à-dire qu'on devait s'attaquer professionnellement au principe rien pour nous sans nous et qu'il fallait qu'on ait les moyens structurels de proposer aux personnes concernées, c'est-à-dire on le dit souvent dans le cadre de nos échanges ripostes, c'est de faire passer les personnes de bénéficiaires de soins, de simples bénéficiaires, de simples victimes de violations de droits humains, à des vrais acteurs de leur santé, de leur vie. Le projet Riposte, et on dit projet, mais c'est un mouvement en fait. Le mouvement Riposte, cette prise de conscience qu'il fallait et qu'on avait des moyens de riposter, justement. C'est pour ça il a été appelé comme ça, c'est-à-dire voilà, se battre contre ces injustices que l'on voyait au quotidien. Il est né avec aussi, il faut le dire, un sentiment de culpabilité un peu de ne pas avoir fait descendre le plaidoyer professionnel jusqu'à la base. Pour l'instant, on n'avait pas ça. C'est une magnifique innovation, le projet Riposte, parce que ça a créé un nouveau métier, le métier de riposteur, c'est-à-dire avoir des personnes qui sont là pour traduire euh, les violences, les problèmes qui sont le quotidien dans le vécu des personnes, de traduire ces besoins-là en revendications de plaidoyer, en solutions d'amélioration des situations. Et donc finalement, c'est enfin, grâce au projet Riposte, que le plaidoyer est vraiment communautaire, parce qu'il implique maintenant vraiment tout le monde depuis la base. Et c'est tout le travail qui a été mené avec l'atelier des luttes, c'est structurer justement ce premier lieu de la parole. Il fallait d'abord libérer la parole, prendre conscience, objectiver vraiment que dans le quotidien, les situations qui se produisaient, et ça, les pères éducateurs, les pères éducatrices en sont les témoins vivants et très émouvants de toutes les difficultés qu'ils éprouvent avec le si peu de moyens qu'ils ont pour faire face, hein, parce que on est vraiment dans cette situation où on a l'impression que la lutte contre le VIH repose sur les épaules de personnes très courageuses et qui, quand on regarde de près, parfois travaillent sans contrat, sans salaire, et voilà, ils le disent eux-mêmes, au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente. Et donc, l'assistance technique, elle a cet objectif-là, de objectiver, conscientiser les positionnements de chacun et du coup de prendre sa place. Donc, on a fait tout un travail vraiment très profond de résilience, c'est-à-dire qu'il a fallu poser les raisons de la colère. Il y avait une pour adhérer au plaidoyer, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même, se rendre compte que oui, les injustices, certes, mais qu'on va pouvoir y riposter. Et donc voilà, on a fait tout ce travail dans un premier temps, les webinaires, c'était vraiment de résilience politique, c'est-à-dire oser nommer les problèmes, oser parler des ressentis. Quand on dit que on prône les textes internationaux et il y a un grand vent aujourd'hui qui prône l'inclusion, mais quand on voit les choses de l'autre côté, quand on est exclu et qu'on souhaite se positionner et participer alors qu'on est exclu, ça implique voilà, de la souffrance personnelle et un ressort de courage politique pour oser dire voilà, ce qui m'arrive, mon vécu, c'est une situation finalement collective. Donc s'asseoir ensemble, faire ces réunions ripostes, partager le même langage sur le fait que non, les pères éducateurs, les pères éducatrices ne sont pas juste en train de se plaindre, ils sont en train de dénoncer des conditions de travail dans lesquelles ils ne peuvent pas atteindre le haut impact sur lequel pourtant ce haut impact repose sur leurs épaules, et ils sont en train d'alerter sur le fait qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour aller vers les personnes, ils n'ont pas les moyens suffisants pour proposer
de la prise en charge adaptée aux besoins spécifiques des personnes concernées. Donc voilà, ça a été un premier mouvement comme ça de vraie libération de la parole. On y a beaucoup travaillé et en parallèle, il fallait aussi, pour commencer à se saisir du pouvoir d'agir, commencer à structurer cette parole. Et donc, voilà, organiser ces idées, partager les raisons de la colère, due au manque de reconnaissance, au manque de moyens, à la cacophonie ambiante et dans laquelle il est très difficile de se positionner. Et puis, commencer à formaliser du coup l'expertise du terrain, qui seront les arguments pour être crédibles, pour participer et structurer aussi la mobilisation. Parce que on a besoin que le plaidoyer, on a dit, descende jusque dans les bases communautaires. Et voilà, il ne faut pas réserver le plaidoyer à une pratique élitiste qui serait faite par des plaideurs. Les riposteurs montrent bien que c'est main dans la main avec les communautés et les décideurs qu'on peut essayer d'avancer vers des programmes nationaux qui ont plus d'impact sanitaire. Donc c'est vraiment très intéressant dans le cadre du projet Riposte. Une des très belles réussites, c'est d'avoir assis à la même table les représentants des différentes catégories de population clés, hein, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes transgenres, les personnes usagères de drogue, assis ensemble en interassociatif. C'est pour ça que voilà, on dit qu'au-delà du projet Riposte, c'est un mouvement qui se crée depuis la base, puisque il y a des problèmes spécifiques dans chacune des communautés. Et donc, l'assistance technique permet de construire des plans d'action pour des réponses adaptées à chacune des communautés. Mais il y a aussi des combats communs, hein, le combat sur le statut des pères éducateurs et pères éducatrices, cette reconnaissance d'un statut officiel, une reconnaissance à la fois symbolique, parce qu'ils sont invisibles aujourd'hui dans la pyramide sanitaire, alors qu'ils font tout le vrai premier travail, trouver les gens, les maintenir dans le soin, les accompagner, avoir un vrai soutien finalement global des personnes. Et ça, voilà, on doit être très protecteur, sécuriser cet endroit-là. Il faut que les leaders communautaires puissent jouer leur rôle de leader et avoir les moyens de le jouer pour avoir ce rôle rassurant, sécurisant pour leur communauté et amener vers une santé meilleure et des droits plus respectés. Donc, l'assistance technique auprès du projet Riposte, c'est vraiment une manière de professionnaliser une voix. Dire qu'on sait se saisir du quotidien pour en faire des sujets de discussion dans des cadres politiques, dans des cadres techniques. Voilà, il faut ouvrir en fait le dialogue plaidoyer. Nous, je pense que le projet Riposte veut faire la preuve que sur le terrain, les experts sont là, les personnes concernées expertes des solutions pour améliorer l'impact sanitaire sont là, elles sont présentes. Ça a été le premier pas pour se lancer dans un plaidoyer commun. Aujourd'hui, le terrain attend la reconnaissance du statut des pères éducateurs et des pères éducatrices. Et le terrain, je pense aussi, attend vraiment ardemment la sécurité. On a des enjeux de sécurité qui sont très importants, qui exposent les pères éducateurs et les pères éducatrices en tout premier lieu, c'est-à-dire voilà, les risques pour sa sécurité quand on est dans le cadre d'une intervention de terrain. Voilà, on se fait arrêter pour possession de matériel de prévention, par exemple. C'est un souci qui entrave l'action de santé publique. Non seulement elle attaque des individus, mais ça entrave la santé publique. Donc, ce qui est très intéressant et pour lequel il faut croire dans le projet Riposte, c'est que c'est une machine qui s'est mise en place pour fournir des solutions. Donc, les pères éducateurs et les pères éducatrices, ils veulent des badges, par exemple, pour que voilà, ils aient quelque chose à montrer aux forces de l'ordre quand ils sont en train de faire une activité de prévention, de distribuer des préservatifs, qu'ils aient un document officiel pour prouver qu'ils sont dans le cadre d'une mission de santé publique et qu'ils ne sont pas en train de faire la promotion de telle ou telle pratique, par exemple. C'est toute une série de solutions, puisque Riposte a vraiment quelque chose de fort, c'est que les personnes qui travaillent au sein de ce mouvement regardent devant et ont envie d'un autre futur.
Et ça, c'est ce qui est très important et c'est la résultante du travail du pouvoir d'agir. Quand on se saisit de son pouvoir d'agir, on se met à inventer comment la situation pourrait être meilleure et donc on la prépare. Et c'est le rôle de l'atelier des luttes et de l'assistance technique au plaidoyer, justement, de préparer toutes les étapes qui feront que l'avenir sera différent. Comment on va se positionner, qu'est-ce qu'on va aller dire, quelles sont les bonnes revendications à donner aux bonnes personnes au bon moment. Donc, il faut vraiment voilà, accueillir dans le dialogue ces riposteurs et ces riposteuses comme des aides précieuses. Hein, on travaille sur la notion de copilotage. On revendique un copilotage des politiques publiques avec les personnes concernées parce que scientifiquement, le haut impact est dans les mains des pères éducateurs et des pères éducatrices dans le cadre des stratégies avancées. Donc, on sait qu'on a la science de notre côté, on a des recommandations internationales, des lignes directrices de l'OMS, des cadres modulaires du Fonds mondial. On a de notre côté la théorie qui prouve que les financements mis dans les mains de l'expertise du terrain fourniront les résultats du haut impact, donc avec comme conséquence un bien-être pour la population générale. Et c'est là qu'on entre dans tout un enjeu très délicat autour du tabou. Le tabou de devoir prioriser les financements sur des catégories de personnes qui sont stigmatisées, voire criminalisées. Et donc voilà, c'est une négociation difficile avec les autorités qui sont prises entre deux feux. C'est-à-dire qu'il va falloir prioriser l'argent de la santé sur des catégories de personnes qui sont exclues. Il va falloir accepter que les représentants de ces catégories de personnes soient des interlocuteurs crédibles, puisqu'il n'y a que en mettant le plein financement là où le VIH circule très activement que l'on pourra le réduire dans ces groupes et espérer du coup le réduire pour tous, puisque ça c'est quelque chose de très important qui est porté dans le projet Riposte, c'est le fait que le terme de population clé a comme enfermé les personnes dans une catégorie. Or, les personnes concernées vivent au milieu de la population générale et on a tort d'avoir les yeux rivés sur ces catégories. Elles le disent très bien elles-mêmes, elles prônent une santé qui soit tournée sur l'individu. Et peut-être que ça pourrait être vraiment une option intéressante de continuer à écouter ce que demandent les personnes concernées, puisqu'elles ont les solutions pour la santé globale qui est défendue au niveau mondial. Dans les webinaires d'assistance technique de l'atelier des luttes auprès du projet Riposte, l'essentiel dans le démarrage a été de donner la parole aux représentants et représentantes, leaders, populations clés, et de poser les mots sur ce qui n'allait pas. Et on a vraiment travaillé à établir une relation de confiance, un lieu de parole sécurisé, en se disant, voilà, avec Riposte, on veut montrer la réalité des choses, on veut dire les choses telles qu'elles sont, puisqu'il n'y a qu'en s'attaquant aux problèmes en face qu'on essaiera voilà, de trouver des solutions adaptées à chaque contexte. Et ce qu'ils ont dit, je vais vous citer quelques phrases, ce sont des analyses qui sont précieuses pour comprendre comment il faut avancer et comment, derrière les grandes théories de l'inclusion, de la participation communautaire, on a toute une réalité de souffrance due au mépris, au manque de reconnaissance qui est très forte. Par exemple, dans les CCM, voilà, on remercie le Fonds mondial d'avoir permis l'ouverture de postes de représentation directe, encore que toutes les catégories de population clé ne sont pas représentées, mais les représentantes et les représentants disent qu'ils ne se sentent pas les bienvenus au CCM, par exemple. Ils disent qu'ils se sentent noyés, qu'ils n'ont pas les codes pour parler au CCM. Ils ont besoin d'apprendre à parler malgré les discriminations qu'on leur oppose dans ces cadres-là. Ils disent aussi qu'ils sont là pour donner des chiffres, mais quelle est leur parole politique au-delà, et qu'ils veulent une place systématique dans les comités de suivi stratégique des CCM. Ils disent aussi qu'ils veulent noter les subventions du Fonds mondial du point de vue
des populations clés. Eux aussi ont des attentes et ils voient bien ce qui ne marche pas sur le terrain et ils disent et elles disent: «On veut être utile de la bonne manière». Ils ont l'impression que la lutte se fait à l'aveugle aujourd'hui. Or, eux, ils savent que l'urgence, c'est de budgétiser des centres de prise en charge spécifiques, adaptés à la réalité de vie des populations clés. Ils veulent, euh, de manière évidente, se positionner comme des copilotes de l'amélioration des politiques publiques. Ils disent eux-mêmes, on doit démontrer le gain d'impact. On doit organiser des descentes sur le terrain avec les politiques. Ils invitent les bailleurs, les politiques à venir visiter les programmes, à se rendre compte par eux-mêmes de ce qui ne marche pas et de ce qui marcherait mieux. Euh, Ils disent notamment le manque de performance des programmes de terrain doit être le point de départ de notre plaidoyer. Ils veulent être au cœur du suivi-évaluation, ils veulent être au cœur de la budgétisation des activités, puisque c'est la manière dont les programmes de terrain sont organisés qui permettent ou non de mesurer si on augmente l'impact sanitaire. Ils disent beaucoup que la lutte aujourd'hui tient sur leur bonne volonté, sans encouragement en retour, que ce soit des encouragements symboliques ou structurels. Euh, les associations font face à un problème sur le salariat des pères éducateurs et pères éducatrices. Payés à l'activité alors qu'on ramène les chiffres du haut impact, il y a un problème qu'il faut résoudre de l'intérieur au niveau associatif. Ils demandent des cartes professionnelles, par exemple, de pères éducateurs, de pères éducatrices. Hein. Ils disent que non seulement ils veulent être reconnus dans leur rôle de première ligne, mais ils veulent aussi de la protection, parce qu'il y a besoin de pouvoir donner des attestations pour justifier, par exemple, d'avoir du matériel de prévention sur soi. Hein. Se faire arrêter aujourd'hui parce qu'on détient des préservatifs ou des seringues propres, c'est un problème du quotidien pour les pères éducateurs. Et ça, il faut libérer la parole sur la question des violences policières. Et derrière le concept droits humains, politiquement correct, il y a une vraie réalité sur le rapport de force permanent, quotidien, avec la police sur le terrain, autour des activités justement de terrain qui se réalisent. Et donc, entrer dans le dialogue et dans la concertation avec les forces de police, c'est l'objectif. Hein, le plaidoyer communautaire, c'est une main tendue. Et une main tendue pour que les policiers, ils disent je regarde les verbatims des réunions, les policiers nous arrêtent parce que nous avons des préservatifs sur nous. On ne peut pas parler à visage découvert, il y a trop de risques pour notre sécurité. Nous nous sentons tout le temps en danger. Comment parler sans représailles? On voit bien qu'il n'y a pas de protection véritable, de protection nationale pour les pères éducateurs, pères éducatrices, qui sont pourtant voilà, à la base de tous les chiffres que l'on peut rapporter au sujet des populations clés. Donc il faut des vrais plans de sécurité, ils le demandent, et il faut aussi que les alliés soient de vrais alliés. Il y a encore beaucoup de problèmes de stigmatisation par le personnel de santé, le personnel soignant. C'est des choses qui ne devraient plus exister aujourd'hui. C'est la qualité de la prise en charge, c'est fondamental. Quand on a réussi à trouver des gens vraiment dans des zones d'exclusion, qu'on a réussi à avoir leur confiance pour faire passer un test de dépistage, quand on a réussi à avoir leur confiance pour les amener, les faire rentrer vers le soin, on ne peut pas risquer qu'ils repartent. Cette question des perdus de vue, quand elle est due à une attitude stigmatisante du personnel de santé, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et donc, le plaidoyer s'adresse aussi aux alliés. C'est-à-dire qu'on a besoin voilà, de médecins qui prônent la non-discrimination des populations clés, qui incitent à la bienveillance, à l'empathie, quelles que soient les pratiques des personnes et les jugements et ce que l'opinion publique peut penser de ces personnes, de ces personnes-là. Ce qui est très intéressant avec le projet Riposte, c'est que c'est une demande de visibilité. Et les réunions entre leaders, les réunions que l'on peut mettre en place dans le cadre de l'assistance technique plaidoyer, c'est-à-dire un vrai dialogue pour comprendre
dans quel rapport de force on se situe et comment en sortir, un des premiers pas, c'est se rendre compte à quel point on est invisible, à quel point on est tenu loin des instances de décision et à quel point on est tenu en dehors finalement des possibilités de changement et d'amélioration. Et ce qui est très intéressant quand on voit les leaders du terrain se saisir d'une meilleure estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire comprendre vraiment qu'il faut se lever et parler. Et en tant que leader, il faut aussi du coup organiser sa communauté pour qu'elle se sente moins stigmatisée. Tous les leaders, voilà, demandent des formations sur l'estime de soi. C'est quelque chose de fondamental. Ils ont acquis ça grâce au projet Riposte et aujourd'hui, ils souhaitent reproduire ça et à grande échelle, qu'on améliore l'estime de soi des populations stigmatisées. Et ce sera une condition pour que les choses avancent de l'intérieur, puisque le plaidoyer, ce n'est pas des sauveurs qui iront avec éloquence demander des solutions. Ça, c'est qu'une partie, c'est ce qu'on voit en général de l'extérieur. C'est des belles prises de parole, des interpellations, mais ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Et ce qui est très important de voir, c'est ce que Riposte propose comme structuration du dialogue par le bas. Hein. Ils disent notamment que les groupes de parole sont essentiels pour lutter contre l'autostigmatisation. On doit d'abord s'accepter, on doit d'abord accepter que l'on subit des violences, qu'elles nous ont atteintes personnellement, que l'on se sent abattu, et du coup réaliser qu'il faut apprendre à se réunir pour parler de ça, mener de la résilience collectivement, et accepter aussi du coup, en tant que leader, de prendre la responsabilité d'aller demander des financements de structuration pour ces communautés. Il y a besoin de moments de convivialité qu'il faut financer, il y a besoin de moments de prise du pouvoir d'agir qu'il faut financer. Et donc voilà, Riposte est une réponse très intéressante à la structuration de la base communautaire. C'est pas le plaidoyer, c'est pas essayer de se transformer pour s'adapter complètement au code des cibles. Il faut aussi permettre aux cibles du plaidoyer de comprendre comment mieux interagir avec les personnes telles qu'elles sont. Et les cadres que l'on peut créer de mobilisation des personnes leur ressemblent. Donc, Riposte est une invitation vraiment pour les politiques, pour les bailleurs, à venir visiter les communautés qui sont prêtes aujourd'hui à montrer la réalité des choses, à montrer que, voilà, on n'y arrive pas comme on devrait faire mieux. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se relever de souffrances personnelles, les dépasser, accepter de jouer un rôle en tant qu'acteur sur la scène publique. Et donc, on voit bien à quel point le plaidoyer communautaire demande beaucoup de ressources personnelles, puisqu'il faut oser dans un contexte qui nous est défavorable de manière assez évidente. Et donc, une fois qu'on a posé des constats, qu'on était invisible, qu'on était inaudible, qu'on ne se sentait pas respecté, pas reconnu, voilà, une fois qu'on a posé ces constats-là, on peut maintenant transformer la colère en détermination et se saisir de cette colère qui est due au manque de moyens. Comment on peut bien travailler, ramener des bons chiffres si on n'a pas les centres de soins adaptés, si on n'a pas les vrais moyens financiers pour aller vers les populations exclues. Il faut transformer la colère qui est due au manque de reconnaissance. Comment ne pas se décourager, continuer à chercher les personnes exclues, à sauver des vies quand il n'y a pas de respect du métier de père éducateur, père éducatrice en tant que tel, de reconnaissance, quand il n'y a pas de marge de manœuvre vraiment pour aller avoir un mandat effectif de représentants et de représentantes. Il y a aussi la colère due évidemment au risque sécuritaire. Comment on résiste au quotidien quand les confrontations avec la police sont permanentes, quand on n'a pas forcément systématiquement d'avocats pour être libéré, quand on n'a pas d'alliés qui vraiment appuient des plans de sécurité très précis. C'est-à-dire, voilà,
essayer de ne plus avoir d'arrestation sur les lieux de prévention. Ça, c'est un exemple, mais qui pourrait permettre vraiment d'étendre et d'avoir plus de liberté d'aller dans des endroits. Par exemple, je pense aux fumoirs, dans les fumoirs pour les personnes usagères de drogue. Si on risque de se faire arrêter dès qu'on met en œuvre une sortie de dépistage, c'est grave. Il faut qu'on protège et que ces zones-là soient protégées. Et toute cette colère transformée en détermination devient un vrai élan, une vraie pulsion de vie. Et c'est ce qu'on voit dans les groupes ripostes. Hein. C'est avoir envie que les choses deviennent autrement. Et on se le dit souvent, de toute façon, ça ne peut venir que de nous. Ça ne peut venir que du bas. Et donc l'assistance technique plaidoyer essaye de trouver les outils, les méthodes qui iront le mieux à chacun en tant qu'individu, parce que chacun est comme il est et entre dans la lutte comme il est, avec ses qualités, avec ses réticences. Et après, il faut se construire en tant que groupe. Il faut réfléchir à comment porter une voix collective ensemble, comment s'assumer les super-héros de la lutte et les super-héroïnes de la lutte. Ce sont des exercices qu'on a menés dans le cadre des webinaires Riposte, d'oser poser les mots sur la réalité. Et la réalité, c'est que quand on a si peu de moyens, qu'on prend des risques personnels, on est un super-héros, une super-héroïne. C'est la réalité. Et aujourd'hui, on cherche à objectiver cette analyse qu'on fait, c'est-à-dire avoir des super-héros, des super-héroïnes aux mains nues, qui se défendent comme ils peuvent par eux-mêmes pour contribuer à une grande mission de santé publique, à un grand fléau et à une grande pandémie, sans les moyens. Et donc voilà, l'assistance technique qui est fournie auprès du projet Riposte, c'est comment se faire entendre pour obtenir les moyens des ripostes par le bas, de manière endogène. Et de quoi les communautés ont besoin, communauté après communauté, pour faire avancer des combats de manière pérenne. Parce que l'idée, c'est pas de faire un projet riposte pendant quelques années et puis on verra ce que ça donne. La capitalisation du projet riposte, c'est vraiment avec l'ambition de modéliser le projet riposte. Le projet riposte a fourni une grande logique d'intervention pour structurer le dialogue politique et technique depuis la base. Donc capitaliser sur le projet riposte, c'est vraiment de manière forte défendre un modèle. Et un modèle de participation efficace. Pour la participation efficace, il faut d'abord qu'elle soit redevable envers la base. Et donc, il ne faut pas consulter les personnes concernées de temps en temps à l'occasion d'un atelier ou en passant. Il faut organiser du dialogue plaidoyer de manière régulière, continue, entre les personnes elles-mêmes, qui pourront du coup orienter sur les priorités. Quand on fait ce genre d'exercice, on se rend compte souvent que la sécurité va être un problème prioritaire. Avant de s'occuper de sa santé, il faut déjà espérer ne pas se faire arrêter. Et donc, on voit bien que il faut savoir reconnaître le rôle de guide sur les priorités qui viennent des personnes concernées. C'est ça, organiser la redevabilité et savoir structurer toute cette analyse qui remonte et la traduire. Et ça c'est le rôle des riposteurs. Traduire les problèmes, les souffrances qui sont dans les vécus des personnes en revendications politiques. S'il n'y a pas de prise en charge adaptée, demandons des cliniques santé et droit, par exemple, des endroits, cliniques nocturnes, où les populations clés pourront, à leur aise, venir prendre les informations, s'occuper de leur santé, recevoir du soutien, du réconfort et essayer de participer à la riposte nationale de leur point de vue. Et le rôle des riposteurs, c'est avoir, oui, les yeux tournés vers la base pour assurer cette redevabilité, pour que le principe rien pour nous sans nous il soit respecté. Mais c'est aussi tendre la main aux politiques et leur dire que c'est difficile à accepter d'avoir des interlocuteurs experts issus de populations stigmatisées, mais que pour autant on est là.
Et on est là pour amener le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire des propositions d'amélioration des programmes du terrain. Et donc, il faut entrer dans le dialogue politique. On a les réunions du CCM, hein, du Fonds mondial, qui sont à notre disposition, mais ce n'est pas là que tout se joue. Là-bas, les rapports de force sont très forts, donc il faut aussi entretenir du dialogue en permanence avec tous les interlocuteurs. Et c'est ce que propose Riposte, c'est d'organiser une vaste série de réunions de plaidoyer qui sont le quotidien du dialogue. Hein. Au sein du projet Riposte, on parle d'un dialogue pays continu. Il ne faut pas, la consultation ponctuelle des communautés pour cocher la case de on a fait participer les communautés, ce n'est plus ça que les leaders veulent. Ils veulent une participation qui soit continue pour pouvoir alimenter, comprendre, dénouer tous les dysfonctionnements, améliorer aussi, amener des innovations. Et donc, le projet Riposte propose ça, d'alimenter un dialogue national inclusif continu, où les leaders du terrain sont reconnus dans leur rôle de guide du haut impact, guide de la transformation sociale, puisque on aura respecté toutes les étapes et répondu aux besoins depuis la base. C'est un mouvement qui est très fort parce qu'il y a peu de projets aujourd'hui, beaucoup trop peu de projets de structuration du plaidoyer. Et on a beaucoup à apprendre des résultats du projet Riposte. Ce sont des résultats très, très forts en termes de prise du pouvoir d'agir, en termes de résilience politique et de solutions concrètes de visibilité. C'est-à-dire qu'avant de gagner des combats de plaidoyer, il faut déjà se positionner, être visible, être audible. Et donc, les coulisses du plaidoyer, le travail qui est fait par l'atelier des luttes avec les riposteurs et les riposteuses, c'est se rendre compte du chemin qu'il nous reste à parcourir pour être respecté en tant qu'expert du terrain, être accepté dans le dialogue et donc, s'entraîner à la prise de parole, s'entraîner à la construction d'argumentaires, s'entraîner encore et toujours à mener des négociations là où la participation communautaire reste quelque chose de trop vague et d'insatisfaisant. Nous, on défend une professionnalisation du dialogue. Et les riposteurs et les riposteuses, ce nouveau métier vraiment très, très fort en termes d'engagement communautaire est une solution, je pense, pour tous les pays qui ont envie d'avoir une réponse professionnelle, technique, méthodologique à apporter à leur base communautaire. Dire voilà, on parle d'inclusion, voilà des méthodologies pour assurer l'inclusion de manière régulière. On ne veut pas être utilisé, c'est plutôt vraiment une envie de construire ensemble. Le projet Riposte, c'est de l'intelligence collective. C'est s'organiser pour résoudre ensemble. Ce n'est pas un projet qui vit dans son coin. Et ça, c'est quelque chose de fort et je suis sûre que l'avenir nous le dira. Hein, les résultats de la capitalisation du projet Riposte montrent des résultats déjà profondément ancrés dans les communautés. Il parle aujourd'hui de la maison Riposte. Et dans la maison Riposte, il y a une parole qui est sécurisée, où on peut se dire vraiment que les choses sont terribles, relèvent du scandale, et on doit faire face à des choses indignes, et pour autant, on est fiers d'avoir des solutions réalistes, puisqu'on n'est pas des utopistes. On veut, de notre vivant, les yeux ouverts aujourd'hui sur la réalité, avoir des changements. Donc, aussi petits soient-ils, on court après les changements réalistes et gagnables, on les construit, et c'est en tant que plaideur et plaideuse professionnelle, c'est ce qu'on se doit. C'est qu'on doit mesurer ce qui a changé. On doit savoir mesurer ce qui a changé. Et les résultats du projet Riposte montrent des changements très importants en termes de positionnement. On entend une autre voix maintenant, plus professionnelle. On entend des prises de parole beaucoup plus assurées. Et c'est, je pense,
une des grandes réussites de l'assistance technique, hein, une appropriation, un transfert de capacité qui a été vraiment très brillamment relevé par les groupes nationaux riposte, parce que je pense qu'ils ont compris que c'est d'abord un renforcement de la confiance. On parle souvent de renforcement de capacité. Moi, je dis c'est un renforcement de la confiance en soi, de la confiance en notre capacité à réussir à ce que les lignes bougent, à ce que les mentalités évoluent, à ce que les décisions nous soient plus favorables. Et c'est vraiment une très belle réussite de voir que par le bas, par les leaders eux-mêmes, par les communautés elles-mêmes qui se saisissent de leur pouvoir d'agir, on a en effet obtenu des résultats mesurables. Ils l'ont fait. Et c'est vraiment une aventure de travailler aux côtés du projet Riposte, une aventure humaine, puisque on voit les individus se transformer de mois en mois, se professionnaliser, c'est-à-dire souvent ils demandent ardemment, avec force d'arguments et en étant très convaincants, des formations en prise de parole, mais ça y est, le déclic, ils l'ont déjà eu. Ils, ont, ils sont positionnés en tant que leaders et donc ils vont pouvoir eux-mêmes faire des formations de prise de parole auprès de leur communauté, lutter eux-mêmes contre l'autostigmatisation. C'est vraiment, c'est vraiment très, très intéressant de voir les progrès au niveau individuel dans le voilà, dans l'assurance qui est prise et de voir aussi les progrès en termes de groupe et de collectif, puisque le plaidoyer est avant tout un métier collectif. On ne fait pas du plaidoyer tout seul, ça n'existe pas le plaidoyer tout seul. Et donc le défi pour les groupes nationaux riposte de bien fonctionner entre eux et de se faire accepter aussi à l'intérieur des associations. Hein, il y a une parole nouvelle qui monte. Moi, j'ai été très émue quand j'ai su que, par exemple, certains pères éducateurs, pères éducatrices, c'était le premier cadre de réunion qu'ils avaient, les webinaires riposte. Avant, on ne leur proposait pas de venir s'asseoir en réunion. Ils passaient, ils rendaient les chiffres, ils repartaient, ils prenaient l'argent du carburant, ils repartaient. Il n'y avait pas de cadre de discussion vraiment ouvert sur quels sont les problèmes que vous rencontrez sur le chemin, comment on va les traiter de manière professionnelle dans le cadre de l'association. Enfin, vous voyez, ça a été un premier lieu de libération, de la parole. Et donc, il est important que le projet Riposte sorte de la logique verticale des projets dans lesquels le développement nous entraîne parfois. Et donc, c'est aussi une des leçons de capitalisation du projet Riposte, c'est que le modèle vraiment rappelle que le plaidoyer est transversal, que le plaidoyer est fait par une structure en entier et que chacun a sa place, chacun a son rôle et que c'est l'interaction de ces différentes expertises au sein des associations qui forment la voix collective, qui forment la parole commune. Et donc, Riposte, c'est un défi à la fois à l'intérieur des assos, en interassociatif et avec les décideurs et les bailleurs. C'est une prise de conscience qu'on a besoin de se mettre tous à la même table, puisqu'on a les mêmes objectifs, on vise les mêmes résultats d'augmentation de l'impact sanitaire et qu'il y a besoin de réunir les différentes expertises qui sont complémentaires pour définir les meilleures politiques et construire les meilleurs budgets de santé pour les ministères de la Santé. Il faut comprendre que les riposteurs et les riposteuses sont et doivent devenir les alter-ego des conseillers, des ministres de la Santé, pour aider à ce que les programmes, les politiques soient les mieux définis possibles. Et chacun a sa place dans le respect, la complémentarité des expertises. Chacun va éclairer les situations de ses connaissances, de son expérience. Et donc, pour les stratégies du aller vers les personnes exclues que l'on défend, eh ben, il faut écouter ceux qui peuvent aller dans ces endroits où les autres ne peuvent pas. Hein, il faut reconnaître aux pères éducateurs, aux pères éducatrices
qu'ils ont un rôle qui est indispensable. Il y a des choses qu'ils savent que l'on ne saura pas. Et trouver où sont les personnes exclues et leur donner confiance pour entrer dans le soin, c'est eux qui savent le faire. Et donc voilà, c'est de fait une place qu'ils ont. Le Fonds mondial, dans sa nouvelle stratégie, met l'accent de manière évidente sur la place des communautés. Les communautés d'abord, mettre les communautés au centre. Et ben, mettre les communautés au centre, c'est aussi donner les moyens financiers pour l'inclusion. Permettre à ces personnes de leur faciliter l'accès aux instances de décision et donc avoir les yeux ouverts sur les rapports de force qui se jouent dans les dialogues et fluidifier, faciliter, ouvrir aussi la porte à ce que des revendications, quand elles sont bien argumentées, quand elles sont chiffrées, quand elles sont validées par la science, hein, je pense par exemple au centre de santé pour les populations clés, euh, doivent être encouragées vraiment, vraiment fortement. C'est une participation efficace et là où le riposte amène quelque chose de nouveau, c'est aussi sur une conscience du suivi-évaluation. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est pour améliorer la riposte nationale. Ce n'est pas un projet pour remplir les caisses d'une association ou d'une autre. C'est construire une voie politique depuis la base pour améliorer la réponse nationale. Ce qui est très frappant dans les différents pays du mouvement riposte, c'est la similitude des combats. C'est-à-dire qu'on a 4 pays, c'est 4 pays différents, avec des contextes évidemment spécifiques, et pour autant, les leaders des différentes catégories de population clés se rejoignent sur le plaidoyer sur le statut des pères éducateurs et des pères éducatrices. Ça, c'est un mouvement qui est très fort au sein du mouvement riposte et qui doit alerter. C'est-à-dire que on doit avoir une réponse internationale forte à ça. Comment c'est possible que dans des pays si différents, des personnes qui vivent des réalités différentes se rejoignent pour autant dans une réalité du manque de reconnaissance de leur expertise de terrain, qui se rejoignent dans des réalités de risques sécuritaires. Et c'est là où voilà, c'est très intéressant d'avoir 4 pays au sein du projet Riposte, parce que ça permet justement de se rendre compte que les problèmes sont similaires et que les réponses politiques peuvent être aussi portées au niveau régional. On a eu, il y a quelques mois, fin 2020, l'appel de Dakar à réinventer la réponse. Euh, et donc, oui, il faut réinventer la réponse et surtout écouter les constats qui ressortent de contextes euh, très différents. Et les réponses, c'est mettre les financements sur la structuration du milieu communautaire. Puisqu'on le dit, c'est à l'intérieur des communautés elles-mêmes que la riposte doit s'organiser. Il faut structurer la réponse que les communautés peuvent s'apporter à elles-mêmes. Et ça, dans les différents pays, on voit eh bien, une structuration embryonnaire de la parole des personnes transgenres. C'est quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que il y a des élans, mais il n'y a pas encore de réponses structurées et de moyens du coup qui sont donnés de manière pérenne pour apporter les solutions spécifiques pour la communauté des personnes transgenres. On a aussi euh, évidemment un vrai... on est dans des impasses parfois pour les personnes usagères de drogue. S'il n'y a pas de programme de réduction des risques mis en place dans le pays, on est dans une impasse sanitaire. Et donc, là aussi, les pays du mouvement Riposte se rejoignent sur la nécessité de grandes avancées, c'est-à-dire que on cherche un avant et un après Riposte. Il y a des situations aujourd'hui qui peuvent vraiment être résolues si on arrive à mettre la lumière dessus et s'entendre sur les moyens d'agir autrement. Et ça, c'est finalement beaucoup de ressemblances et beaucoup de solidarité entre les pays
du mouvement Riposte, puisque il y a des solutions qui sont vraiment attendues, des solutions politiques qui sont attendues et une voix qui peut être portée aussi au niveau régional. Et c'est ce qui fait aussi la force du modèle Riposte, c'est que c'est pas chacun dans son coin, chacun dans sa communauté, c'est vraiment les communautés entre elles, les pays aussi entre eux peuvent se challenger, avancer. On aimerait voir une émulation des décideurs nationaux à mettre tout en œuvre pour avoir des solutions de haut impact sanitaire. Et donc voilà, c'est ce que dans les différents pays, avec chacun des revendications spécifiques. Par exemple, à Maurice, les leaders plaident pour l'accès au home dose méthadone, c'est-à-dire avoir la possibilité de prendre sa dose de méthadone à la maison et ne pas tous les matins être obligé de se déplacer pour aller chercher ce médicament. Ils dénoncent une situation d'infantilisation et c'est ça, on est au cœur de cette capacité des personnes de se saisir de leur destin, en fait, de dire voilà, de l'usage de drogue, j'ai un traitement méthadone, mais laissez-moi utiliser et être acteur de mon traitement sans m'obliger à me déplacer tous les matins pour aller chercher ma dose, le home dose. Ça, c'est un combat, par exemple, qui est mené à Maurice, là où il y a déjà des programmes de réduction des risques depuis des années, quand d'autres pays, je pense par exemple au Burundi, où le combat, c'est par exemple, et évidemment, c'est la solution urgente de faire entrer la méthadone dans le pays. Les usagers de drogue ont besoin de la méthadone pour pouvoir avancer dans leur parcours de soins, pouvoir aussi du coup s'ouvrir à la prise en charge de leurs autres pathologies, se prendre, voilà, et se ressaisir de leur vie et vivre avec ce traitement de substitution s'il leur est fourni. On est à chaque fois dans des solutions qui sont prônées au niveau international. C'est-à-dire que les revendications qui émanent des riposteurs et des riposteuses, ce sont des choses qui, depuis des années, sont promues dans les lignes directrices de l'OMS, qui sont soutenues en théorie par le Fonds mondial. Et donc, on doit bien objectiver quelque chose, c'est-à-dire comment on peut avoir autant de théories, de recommandations internationales de notre côté qui prônent l'expertise du terrain et avoir la réalité des choses que maintenant Riposte nous montre professionnellement, participation inefficace, manque de reconnaissance, manque de performance des activités de terrain dues au manque de moyens. Comment faire le lien entre ces deux parties? Et ça, c'est l'essence même du mouvement Riposte. C'est mettre les mots sur un espèce de déni collectif, que la science nous propose des solutions pour avancer et réduire la circulation du VIH et les contextes politiques et les contextes sociaux entravent et freinent cela. Et c'est très intéressant avec le mouvement Riposte de voir que une nouvelle génération se lève, c'est-à-dire voilà, des leaders populations clés qui ont été nourris du plaidoyer porté jusqu'ici, puisque le plaidoyer a toujours existé. Il y a toujours eu des grosses associations communautaires pour monter au créneau, pour mener les combats, pour faire arriver les traitements dans les pays, pour mettre en place une prise en charge médicale, communautaire, pour sauver des vies au quotidien. Et puis, il y a une nouvelle génération de plaideurs et de plaideuses professionnelles qui s'ouvrent grâce à la professionnalisation, qui posent des questions du haut impact. Comment avoir vraiment de l'impact et faire avancer les chiffres nationaux et améliorer les cascades nationales et vraiment se féliciter en tant que collectif national, c'est-à-dire main dans la main les communautés, la société civile, les autorités nationales pour main dans la main se féliciter de résultats nationaux, eh bien c'est ça que le plaidoyer communautaire crée. Il faut que les conditions soient réunies et que chacun joue son rôle, chacun soit à sa place et assume cette place et fasse de la place. Donc aux associations communautaires
de faire de la place aux leaders population clé, une nouvelle place, hein, et accepter que les files actives, les bénéficiaires des files actives, ce sont tous de potentiels activistes, de potentiels acteurs de leur santé qui veulent changer les choses. Ça, c'est la première chose, le premier combat, que les associations communautaires aussi reconnaissent qu'il faut donner un élan à la structuration de la base. Il faut des contrats pour les pères éducateurs, des pères éducatrices, il faut augmenter la performance des activités de terrain et les inclure dans les budgets, dans les demandes de financement qui sont faites. Il faut une vraie ingénierie et intelligence collective autour du principe rien pour nous sans nous. Donc, si on a bien écouté ce que voulait la base, qu'on l'a bien traduit programmatiquement et qu'on va plaider pour des financements qui permettent de résoudre les besoins du terrain, alors on sera dans une lutte vraiment profondément nationale. Et c'est ce que cherche le mouvement Riposte. On pense souvent le plaidoyer comme une opposition, comme une source de contestation, alors que pas du tout. Quand on s'intéresse au plaidoyer professionnel, quand on s'intéresse à ces méthodologies, c'est tout le contraire. Nous, on se pose beaucoup de questions en assistance technique plaidoyer sur comment apparaître comme un interlocuteur audible. Comment les décideurs vont pouvoir accepter des solutions dont on est sûr. Et donc voilà, et il n'y a vraiment pas il ne faut pas, je pense, avoir peur du terme de l'expertise activiste ou quand le terrain se positionne. Hein, dans les webinaires Riposte, on dit souvent on ouvre les portes du terrain, bienvenue en terrain activiste, avec cette idée de la main tendue. C'est pas s'agiter pour contester, c'est s'agiter pour résoudre et être une force nationale parmi d'autres. Et je pense que c'est la belle leçon du mouvement Riposte, c'est l'envie par les leaders des personnes concernées d'être considérés comme une source d'expertise nationale. Ils se revendiquent et elles se revendiquent comme des leaders experts du terrain. Et c'est ce qu'on doit leur reconnaître aujourd'hui. Et de toute façon, le suivi, évaluation, plaidoyer parlera, c'est-à-dire est-ce que les leaders et les représentants population clés sont présents dans les dialogues? Une fois qu'ils sont présents, est-ce qu'ils sont écoutés? Une fois qu'ils sont écoutés, est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'on applique les décisions qui sont issues de leurs propositions? Ça, c'est ce que le suivi, évaluation, plaidoyer permet de mesurer et voilà, pour lequel il faut continuer l'assistance technique plaidoyer en continu. C'est parce qu'il y a aussi un combat qui se cache dans le suivi-évaluation. Et la capitalisation est un moment très important, puisque en mettant le doigt sur les bonnes pratiques ou sur ce qui a moins bien fonctionné, on va pouvoir nourrir et éclairer des résultats véritables et les proposer et leur dire, voilà, quand on a écouté, entendu des revendications construites depuis le terrain, on a réussi ou pas à améliorer les choses. Et le ou pas, c'est l'immobilisme qu'on va recevoir en face. Et dans une pratique professionnelle du plaidoyer, on peut faire tous les efforts que l'on peut pour participer et mener une influence constructive, hein, une influence qui soit une main tendue pour améliorer les programmes, mais on peut avoir de l'immobilisme en face. Et je pense qu'il faut avoir un principe de responsabilité, et c'est ça l'assistance technique plaidoyer, c'est se dire, nous, on va faire au mieux à notre niveau. Par contre, on va aussi proposer une analyse de ce qu'on voit des blocages. Et l'expertise plaidoyer, elle met en avant les blocages dans les dialogues, les dysfonctionnements, les occasions manquées de résolution des blocages des programmes de terrain. Et elle en dit long sur la volonté politique que l'on a d'améliorer véritablement les choses. Donc le mouvement Riposte, c'est vraiment l'envie de changer d'air, hein, et d'être dans une nouvelle configuration de plus de vérité dans le dialogue, une envie d'un parler vrai et de dire que voilà, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas sur le terrain et il y a beaucoup d'idées et beaucoup de solutions et beaucoup de richesses dans l'expertise qui sont portées par les riposteurs et les riposteuses. C'est
c'est un mouvement qui porte beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance aussi, et avec les résultats qui sont sur la table grâce au mouvement Riposte, je pense qu'il est urgent de leur faire confiance pour guider les politiques nationales vers du haut impact sanitaire et vers des changements de mentalité pour plus de tolérance, plus d'acceptation et avoir une santé du non-jugement, un accès à la santé pour tous, puisque c'est ce que tous et toutes défendent depuis le bas et dans les bases communautaires. Les résultats qui sont issus de l'assistance technique plaidoyer, c'est-à-dire qu'il y a une série de résultats qui sont issus de la prise de conscience du positionnement à avoir en tant que leader des représentantes des personnes concernées. Et un des premiers constats, c'était qu'il fallait sortir de la figuration et refuser la participation caution, c'est-à-dire voilà, cocher une case de on était présent, mais en fait on n'a pas dit ce qu'on voulait vraiment dire, on n'a pas réussi à se faire entendre. Donc voilà, on a eu déjà un premier résultat sur cette prise de conscience qu'on n'était pas des figurants et des figurantes, qu'on n'était pas des pions qu'on déplaçait à des réunions pour dire ils étaient présents, mais que ce qui nous intéressait, c'était d'adresser les solutions de l'expertise de terrain et de plaider vraiment pour un positionnement de copilotage, puisque ce positionnement de copilotage des politiques, ça nous emmène vers un plaidoyer pour l'alignement des politiques publiques sur les priorités de terrain. Et pour ça, il va falloir adapter les textes nationaux, il va falloir adapter les budgets pour que on ait l'assurance que les priorités soient entendues et soient résolues, que nos problèmes soient résolus. Comme résultat, il y a des résultats très clairs en matière de prise de parole et d'estime de soi et de pouvoir d'agir. On l'a vu dans les différentes activités, c'est quelque chose qui passe par une détermination dans le ton, dans la capacité à oser exprimer ses idées, hein, et à oser dire ce qu'on pense, montrer la réalité des choses de notre point de vue et oser tenter de convaincre sur les sujets qui sont des priorités pour les leaders population clés qui n'en sont pas. Et ce sont des priorités d'abord pour les communautés. Et donc, la réunion de plaidoyer, un des résultats très forts du mouvement Riposte, c'est d'avoir réussi à créer un moteur collectif de résilience et d'action, c'est la réunion de plaidoyer. Ça, c'est un résultat très fort. C'est-à-dire qu'avoir dans les différentes communautés de personnes concernées une réunion hebdomadaire régulière où on sait qu'on se retrouve chaque semaine pour convertir notre colère en détermination, pour s'outiller, pour s'armer à riposter, ça c'est quelque chose qui a un résultat très fort puisque ça montre que le lieu de la parole plaidoyer a été sécurisé de manière endogène. Et c'est le sens et le but de tout plaidoyer véritable, c'est qu'il soit construit par les personnes elles-mêmes. Donc, de fortes capacités à se saisir de leur pouvoir d'agir, que ce soit au niveau individuel et collectif, ça c'est une certitude. Certaines, j'ai une phrase en tête, c'est Estelle qui disait riposte m'a forgé. C'est ce qu'on peut saisir des résultats qui, à la suite de meilleure estime de soi, prise du pouvoir d'agir, ça donne des résultats en termes de positionnement. C'est la capacité à se positionner dans le dialogue comme un interlocuteur qui a des choses à dire et du coup, à travers ces demandes, c'est réclamer de la reconnaissance, hein, réclamer à avoir que notre place nous soit reconnue comme interlocuteur crédible. Et là, on a des vrais résultats en termes de positionnement. Les leaders le disent très bien, qu'ils ressentent une amélioration de leur place à l'intérieur des associations.
Donc, le mouvement Riposte est une vraie amélioration de la gouvernance communautaire. Elle y contribue directement, hein, plus de répartition de la parole en faveur de la représentation directe des populations clés. Donc, le dialogue interne, il est facilité. Plus de place dans la définition des stratégies associatives. Donc, on voit bien que c'est le cœur de la gouvernance communautaire que Riposte vient contribuer à améliorer. Et puis, on a dit, Riposte, on le sait, ce sont des interassociatifs qui sont réunis sous l'étiquette du mouvement Riposte. Et donc, ça facilite aussi le dialogue interassociatif qui s'en trouve plus structuré, puisque les leaders se sont réunis entre eux, par catégorie de population clé et en tant que collectif. Ils peuvent s'adresser ensuite aux associations et aux écosystèmes interassociatifs qui sont souvent très compliqués, plein de concurrence, plein de difficultés. Et donc, c'est avec le mouvement Riposte, c'est se positionner, voilà, malgré les concurrences interassociatives, malgré ce qui peut unir ou désunir les uns et les autres, on a voilà, des objectifs nationaux. Et en tant qu'expert du terrain qui se positionne sur un champ national, Riposte prouve que l'on peut dépasser ces clivages-là. Et ça, c'est un résultat qui est très fort en termes de professionnalisation de l'expertise des leaders population clés. Donc, en termes de résultats, on peut parler de résultats très intéressants dans leur capacité à mener une influence directe, plus de réunions de plaidoyer portées directement par les leaders population clés. C'est très important dans le combat qui est mené pour construire une voix des populations clés. On doit d'abord relever le défi de ne pas se faire confisquer la parole. Et donc voilà, être présent pour défendre ces idées, pour défendre les combats qu'on mène et avoir cette liberté et cette prise d'initiative des leaders population clés dans la préparation des activités, dans la conduite des activités, sont des résultats très forts. Parce que l'idée du renforcement de capacité en plaidoyer et les résultats que ça peut donner, c'est, il faut le garder bien en tête, c'est obtenir des victoires. On est là pour gagner des victoires et des changements qui soient perceptibles dans le quotidien des personnes concernées. C'est pas du plaidoyer théorique, c'est pas de la participation pour dire que on était là-bas. C'est on entre dans les instances de décision pour pouvoir ramener en tant que leader à sa communauté des informations et des solutions et un futur meilleur. Et donc voilà, on voit en termes de résultats qu'il y a vraiment une qualité de participation des leaders dans les CCM qui est vraiment améliorée. En termes de résultats, la preuve la plus claire, c'est l'insertion d'activités programmatiques de haut impact dans les nouvelles subventions du Fonds mondial, par exemple, hein, avoir réussi à imposer des lignes budgétaires dans les nouvelles subventions au bénéfice du haut impact mené par les communautés elles-mêmes, c'est des résultats qui sont voilà, tangibles et qui prouvent que la méthodologie proposée par le mouvement Riposte amène des résultats. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces résultats obtenus, les leaders population clés sont très déterminés sur l'importance du suivi stratégique et sur la mise en œuvre opérationnelle de ce qu'ils ont réussi à obtenir. Ce qui les intéresse, c'est comment vont se dérouler les programmes dans la réalité des faits. Et donc, je pense qu'en termes de résultats forts et qu'il faudra suivre à l'avenir, c'est si le mouvement Riposte a réussi à instaurer un dialogue pays permanent. Et si on a réussi, grâce à l'expertise plaidoyer, à maintenir un dialogue politique et technique qui soit continu pour résoudre les besoins et transformer les besoins des personnes en activités, en programmes tangibles, concrets, mesurables. Donc voilà, beaucoup de résultats de la part du mouvement Riposte, je dirais, voilà, en termes de participation directe. Et ce sont des résultats et des victoires d'inclusion, finalement, hein, des populations clés. On a dans les différents pays des indices qui nous prouvent clairement que en menant ce dialogue pas à pas
de manière consciencieuse et professionnelle, on arrive à s'entendre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir foi dans le plaidoyer. C'est que le plaidoyer n'est pas autre chose que de mettre à la table les bons interlocuteurs. Il faut assurer une continuité du dialogue avec toutes les parties prenantes du dialogue. C'est justement ça le défi, hein, que les personnes concernées, que les associations, que les gouvernements, que les bailleurs et les partenaires parlent le même langage. On est très loin de ça. Là, il y a un éparpillement, il y a du saupoudrage, il y a une vraie cacophonie qu'il faut résoudre, hein, au nom des personnes concernées qui attendent urgemment, puisque l'urgence, elle reste vive seulement pour les personnes concernées, hein. Les années passent, la banalisation du VIH s'installe, et cette banalisation, elle est très loin de la réalité quotidienne des personnes qui sont voilà, dans une urgence sanitaire très, très importante. Et donc, le plaidoyer, c'est la foi dans la participation, dans l'inclusion et dans ce principe vraiment, ce ne sont pas que des mots, rien pour nous sans nous, dit tout. Il y a des choses qui sont décidées sans les personnes concernées. Or, ce sont les personnes concernées qui pourraient nous dire comment faire les choses. Les personnes concernées savent comment s'occuper entre elles et entre eux. Ils savent comment prendre soin les uns des autres au mieux et ils savent très bien être des interlocuteurs techniques très fiables et très crédibles pour alimenter les stratégies qui sont discutées à des plus hauts niveaux. Ils incarnent cela. Et donc, il faut vraiment comprendre que les leçons apprises du mouvement riposte, c'est la capacité des communautés à se sentir crédibles elles-mêmes et la capacité des interlocuteurs des populations clés à les mettre dans cette position de crédibilité. Et ça, c'est très important. Tout ne dépend pas que du professionnalisme et de la manière professionnelle dont les leaders, populations clés vont entrer dans le dialogue. Ce qui est aussi très important, c'est quel accueil on va leur faire, quelle place on va leur faire. Et donc, ça, c'est voilà, c'est ce que défend l'assistance technique plaidoyer, c'est qu'il faut savoir réunir les différents intérêts et savoir, par contre, reconnaître que la lutte se joue par le bas. La lutte est mise en œuvre par des acteurs de première ligne et ce sont eux qui doivent être protégés, qui doivent être écoutés et qui doivent être au centre. Hein. Alors, on se retrouve dans les grandes instances internationales pour dire les communautés au centre. Certes, la réalité montre que les communautés, pour l'instant, sont toujours en marge, car soumises à beaucoup de rapports de force, et qu'elles ont besoin de vrais alliés, et que c'est à ces alliés de tendre la main de solutions structurantes pour le dialogue qui vient par le bas, et savoir voilà, se mettre dans le camp des super-héros et des super-héroïnes et être là pour dire haut et fort qu'on sait aujourd'hui que la lutte, elle se joue et qu'elle se finance par le bas et que voilà, l'optimisation des financements de santé va passer par des réunions de travail avec des personnes qui ne faisaient pas habituellement partie du paysage. Pour autant, maintenant, elles sont là, elles sont professionnelles, elles sont expertes pour participer d'égal à égal en amenant toute la richesse de leur expertise de terrain. C'est en soi une démarche de transformation sociale que de croire dans le plaidoyer professionnel des communautés. C'est un changement que Riposte prouve au quotidien.